Attendez un instant, arrêtez-vous là où vous êtes et écoutez attentivement. Croyez-vous vraiment savoir à quoi ressemblait l'amour au Moyen-Âge? Croyez-vous vraiment avoir compris ne serait-ce qu'une fraction de la vérité sur le romantisme médiéval? Laissez-moi briser ce fantasme romantique que Hollywood, Disney et des décennies de divertissement occidental vous ont inculqué comme s'il s'agissait d'une vérité historique absolue. Des chevaliers en armure brillante sauvant des jeunes filles sans défense dans de hautes tours, des parades élégantes empreintes de poésie et de sérénades au clair de lune, des mariages d'amour véritables où deux âmes se rencontrent et vivent heureuses pour toujours, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vous a appris depuis votre enfance? Faux, complètement, absolument, brutalement faux. L'amour médiéval n'était pas le conte de fées qu'on vous a vendu toute votre vie. Il n'avait rien à voir avec ces films romantiques que l'on regarde le week-end. C'était un système si pervers, si systématiquement perturbant, si psychologiquement destructeur, qu'en comparaison, les applications de rencontres modernes, avec toutes leurs manipulations algorithmiques, auraient l'air d'un paradis absolu. Et je n'exagère pas pour dramatiser. Je suis conservateur. Nous parlons d'une époque où le harcèlement obsessionnel était considéré non seulement comme romantique, mais aussi comme la plus haute forme d'expression amoureuse, où marier une fille de 12 ans à un homme de 40 ans était parfaitement normal, et même célébré par les familles, où l'Église catholique, l'institution la plus puissante d'Europe, enseignait officiellement qu'avoir des relations sexuelles avec son propre mari légal était un péché mortel qui vous enverrait directement en enfer. Mais voici le plus effrayant, celui qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour moderne. Certaines de ces idées tordues n'ont pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Elles sont plus présentes dans votre quotidien que vous ne l'imaginez. Oui, vous avez bien lu. Ces pratiques médiévales qui vous horrifieront dans quelques minutes influencent activement votre perception des relations amoureuses en 2025. Cette chanson de reggaeton que vous écoutez en boucle et où le chanteur affirme qu'il va se battre pour une femme qui, visiblement, ne l'aime pas en retour. L'amour médiéval, cette série Netflix où le protagoniste courtise quelqu'un de manière obsessionnelle jusqu'à ce qu'il réalise qu'il l'aime, l'amour médiéval. Cette culture des réseaux sociaux où être toxique et ne jamais abandonner est idéalisé, félicitations, vous êtes en train de vous imprégner de philosophie romantique du XIIe siècle via le Wi-Fi. L'approche médiévale de l'amour était si perturbante, si fondamentalement malsaine, qu'elle fait passer nos pires signaux d'alarme dans les relations modernes pour des désagréments mineurs. Vous découvrirez comment les hommes du Moyen-Âge ont non seulement créé, mais perfectionné un système amoureux délibérément bâti sur 3 piliers, la possession humaine, la violence systématique et une torture psychologique raffinée. Mais attendez, avant de nous plonger davantage dans cet abîme d'horreur romantique, sachez une chose qu'aucun manuel d'histoire universitaire, aucun documentaire de History Channel, aucun professeur de littérature médiévale ne vous dira jamais. Il existe un lien direct, documenté et traçable entre ces pratiques médiévales et quelque chose que vous avez probablement fait la semaine dernière sans vous en rendre compte. Quelque chose de si courant, de si banalisé dans votre quotidien que lorsque je vous le révélerai, vous en aurez des frissons. Je vous le montrerai avec des preuves concrètes dans quelques minutes, mais vous devez d'abord comprendre l'ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés. Car il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes et poussiéreuses. Il s'agit d'une archéologie psychologique des systèmes de contrôle qui opèrent encore dans votre vie actuelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les applications de rencontres sont conçues pour vous maintenir perpétuellement insatisfait? Pourquoi les chansons d'amour les plus populaires idéalisent-elles des comportements que vous qualifieriez de harcèlement dans tout autre contexte? Pourquoi la culture populaire célèbre-t-elle des relations présentant tous les signes de violence psychologique? La réponse se trouve dans les cours médiévales de France et d'Angleterre, dans les monastères, où des moines célibataires ont écrit des manuels sur la sexualité conjugale, dans les châteaux où les règles d'un jeu romantique si toxiques ont été inventées que ces échos manipulent encore votre dopamine à travers votre téléphone portable. Êtes-vous prêt à découvrir à quel point les romances médiévales étaient en sombre? Êtes-vous prêt à voir comment ces idées millénaires influencent vos décisions amoureuses modernes? Car là où nous allons,
« Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps » n'a jamais été le but. L'objectif était de créer une dépendance émotionnelle, psychologique et un contrôle social. Et cela a si bien fonctionné que cela n'a jamais cessé. Découvrez Guillaume IX de Poitiers, duc d'Aquitaine, le premier troubadour documenté de l'histoire européenne. Ce noble français du XIe siècle n'était pas seulement un poète romantique débordé de temps. Il était l'architecte intellectuel, le génie maléfique, à l'origine de ce qui est sans doute le système amoureux le plus toxique jamais inventé consciemment par l'humanité civilisée. Et avant de poursuivre, il est essentiel de comprendre quelque chose de fondamental à propos de Guillaume. Cet homme n'était pas un romantique incompris. Il était l'un des politiciens les plus astucieux, l'un des militaires les plus brillants et l'un des plus brillants manipulateurs sociaux de son époque. Il contrôlait des territoires s'étendant de la France à l'Espagne. Il commandait des armées qui décidèrent du sort de royaumes entiers. Il exerçait un pouvoir de vie ou de mort sur des centaines de milliers de personnes. Et savez-vous à quoi il a décidé d'utiliser toute cette intelligence, toute cette influence, tout ce pouvoir politique et militaire? C'était pour créer les règles d'un jeu amoureux où la souffrance était obligatoire, où conquérir une femme était réservé au commun des mortels, et où la véritable noblesse se mesurait exclusivement à la douleur émotionnelle qu'on s'imposait pour quelqu'un qu'on tenait consciemment hors de portée. Alors que vous vous demandez probablement s'il faut envoyer ce message WhatsApp, aimer cette photo Instagram, répondre immédiatement ou attendre quelques heures pour ne pas paraître désespéré, autant d'angoisses qui, soit dit en passant, sont des descendantes directes des névroses que Guillermo a contribué à institutionnaliser. Cet homme était en train de concevoir délibérément un système psychologique qui transformerait l'amour en une forme d'art basée sur l'autodestruction émotionnelle. La vie de Guillaume est la parfaite illustration de cette contradiction médiévale qui définira tout ce qui lui a suivi. Il était l'un des hommes les plus puissants de son temps, pouvait obtenir pratiquement tout ce qu'il voulait d'un claquement de doigts, contrôlait de vastes territoires, disposait d'armées et d'une richesse inimaginable. Et pourtant, il a consacré son existence intellectuelle à écrire des poèmes obsessionnels sur des femmes délibérément hors de sa portée. Non pas à cause de circonstances tragiques du destin, ni à cause d'insurmontables différences de classe sociale, mais par choix calculé et conscient. Imaginez ceci un instant. Tandis que les paysans, des gens ordinaires comme vous et moi, se mariaient par amour pratique, par véritable compatibilité, par soutien mutuel et par véritable coexistence. L'élite médiévale avait inventé une philosophie complètement opposée, où l'amour signifiait souffrance éternelle, où le contentement était vulgaire et où la véritable sophistication émotionnelle se mesurait à votre capacité à vous torturer psychologiquement. William a popularisé et codifié l'idée que si vous aimiez vraiment quelqu'un, vous deviez consacrer toute votre vie à l'adorer à distance, comme s'il s'agissait d'une statue dans un temple, à écrire une poésie obsessionnelle sur votre agonie mentale, à mener des batailles physiques en son nom sans qu'il le demande, et à passer des années, parfois des décennies entières, à vous languir mélodramatiquement de quelqu'un que vous avez consciemment et délibérément gardé inaccessible. Ce schéma vous semble-t-il familier? Avant de dire non, avant de penser qu'il s'agit d'histoires anciennes sans pertinence moderne, réfléchissez à ceci. Combien de chansons contemporaines, de la pop au reggaeton, idéalisent précisément ce type d'amour unilatéral et obsessionnel? Combien de films et de séries télévisées dépeignent comme profondément romantique le protagoniste qui poursuit sans relâche, ignore les limites claires et finit par conquérir quelqu'un qui n'était initialement pas intéressé? Combien de fois avez-vous entendu, voire prononcé, des phrases comme « S'il vous aime vraiment, il se battra pour vous ». Le véritable amour exige des sacrifices. Si ça ne vous rend pas un peu folle, ce n'est pas du véritable amour. Toutes ces idées, toutes ces attentes romantiques que nous tenons pour acquises, ont été inventées par des hommes comme William il y a exactement 1000 ans. Voici la véritable tragédie historique qu'aucun manuel ne vous expliquera. Guillaume et ses disciples troubadours n'ont pas créé ces règles par hasard romantique ou par inspiration poétique spontanée. Ils les ont délibérément et calculées pour créer un amour inaccessible, incompréhensible et impossible à imiter pour le commun des mortels. Il s'agissait d'une exclusivité émotionnelle fabriquée pour l'aristocratie. Une façon de se distinguer des masses, non seulement par la richesse matérielle, mais aussi par leur capacité à la souffrance romantique raffinée. Alors que les pauvres vivaient de vraies relations avec des hauts et des bas normaux, des conflits pratiques et des résolutions humaines, les nobles se plongeaient dans un drame psychologique sans fin, artificiel et complètement inutile,
qui les faisait se sentir supérieurs, plus sophistiqués, plus évolués émotionnellement que les gens ordinaires qui s'aimaient simplement, de manière normale. C'était un classisme émotionnel, une ségrégation romantique, un apartheid sentimental. Mais l'histoire devient exponentiellement plus sombre quand on réalise que ce système n'affectait pas seulement les hommes puissants comme William qui pouvaient se permettre le luxe de la névrose aristocratique. Les femmes de ce jeu romantique tordu étaient prisonnières d'une prison psychologique si élaborée, si systématiquement cruelle, que même le roman dystopique le plus pessimiste d'aujourd'hui ne pouvait égaler sa sophistication. Restez dans les parages pour découvrir comment fonctionne réellement ce système de torture émotionnelle déguisé en amour courtois, et surtout comment il continue d'opérer dans votre quotidien sans même que vous vous en rendiez compte. Faisons un bond dans le temps. Nous sommes en Palois 70, exactement 99 ans après la mort de Guillaume d'Upmore, et nous sommes à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, petite fille de Guillaume et héritière de son héritage intellectuel. L'une des femmes les plus puissantes, instruites et influentes du Moyen-Âge, préside ce qu'on appelle les cours d'amour. Elle fixe les règles officielles de l'amour, oui, mais pas comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Léonore ne créait pas un manuel pour des relations saines, une communication efficace ou une compatibilité émotionnelle. Elle institutionnalisait, légalisait et codifiait la torture émotionnelle systématique, la qualifiant de raffinement culturel suprême. Ces célèbres tribunaux d'amour ne jugeaient pas les litiges juridiques classiques. Ils jugeaient à quel point une vie amoureuse pouvait être délicieusement misérable et artistiquement autodestructrice sans pour autant perdre complètement la raison. C'étaient des cours de masochisme émotionnel en tenue officielle. Mais remontons plusieurs siècles en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point de folie collective. Parce que quelque chose avait fondamentalement changé dans la façon dont la société européenne concevait les relations humaines fondamentales. Et ce bouleversement ne venait pas des poètes romantiques ou des troubadours mélancoliques. Il provenait d'une source bien plus sinistre, plus calculée, plus systématiquement manipulatrice. En 800, Charlemagne avait créé un système inédit dans l'histoire européenne. Un système féodal, entièrement fondé sur une loyauté émotionnelle artificiellement fabriquée. Il ne suffisait pas aux vassaux d'obéir, par peur ou par commodité économique. Ils devaient aimer leur seigneur, éprouver une dévotion sincère et éprouver le désir de plaire aux figures d'autorité, qui les considéraient comme des instruments remplaçables. Le féodalisme n'était pas seulement un système politique, c'était une machine psychologique conçue pour transformer les relations de pouvoir brutales en liens émotionnels qui semblaient volontaires, romantiques et nobles. Cela vous dit quelque chose? Dans quelques minutes, je vais vous montrer comment ce même système d'exploitation psychologique a été reprogrammé pour les relations amoureuses, puis numérisé pour fonctionner sur vos applications préférées. Mais vous devez d'abord voir comment le modèle original a été perfectionné. Écoutez, il faut comprendre que ce que les historiens appellent l'amour courtois n'était pas vraiment une question d'amour. C'était un système de contrôle social, déguisé en divertissement aristocratique sophistiqué. Son fonctionnement était d'une simplicité diabolique. On prend les pulsions humaines naturelles vers la connexion, l'affection et l'intimité, des choses tout à fait normales et saines. On les transforme méthodiquement en une obsession autodestructrice. Puis on convainc les gens que cette distorsion pathologique est la forme d'amour la plus élevée, la plus pure et la plus spirituellement avancée qui soit. C'était du gaslighting à l'échelle civilisationnelle. Les troubadours qui succédèrent à William n'exprimaient pas leurs sentiments authentiques. Ils suivaient un modèle aussi strict, aussi précis et précis que n'importe quel contrat juridique moderne. Le manuel non écrit, mais universellement compris, était clair. Il fallait perdre le sommeil à cause de sa bien-aimée, littéralement, documenter son insomnie. Il fallait perdre l'appétit, démontrer une malnutrition visible. Il fallait perdre du poids, développer des tremblements nerveux, montrer des signes de détérioration mentale progressive. En gros, il fallait perdre la raison de manière publique et mesurable. Et si l'on ne le faisait pas de manière convaincante, on n'était pas un véritable amant. C'était un concours pour voir qui pouvait développer le trouble d'anxiété le plus artistique. Cela vous dit quelque chose? Je veux vous faire réfléchir aux paroles de la musique urbaine moderne. Je n'arrive pas à dormir en pensant à toi.
Tu me rends fou, je suis obsédé, cet amour me tue. Tous ces thèmes que nous considérons comme profondément romantiques sont des traductions directes de formules troubadours du XIIe siècle. Mais voici ce qui va bouleverser votre point de vue sur tout ce que vous pensiez savoir. Ces schémas n'ont pas simplement survécu à l'ère numérique. Ils ont été étudiés, analysés et reproduits consciemment par les concepteurs des plateformes que vous utilisez au quotidien. Pourquoi pensez-vous qu'Instagram vous montre juste assez de « j'aime » pour vous intéresser, mais sans vous satisfaire? Pourquoi les applications de rencontres sont-elles programmées pour vous proposer des matchs qui disparaissent juste au moment où vous vous sentez à l'aise? Pourquoi TikTok calcule-t-il précisément la quantité de contenu à vous montrer, de sorte que vous n'en avez jamais assez, mais ne quittez jamais la plateforme? Parce que les algorithmes modernes sont basés sur les mêmes principes de récompense intermittente, de désir fabriqué et de gratification perpétuellement différée que les troubadours médiévaux ont perfectionné il y a 1000 ans. Les règles originelles de l'amour courtois étaient mathématiquement précises. Si elles vous témoignaient de la bonté, vous étiez censé être encore plus tourmenté, car la bonté impliquait l'espoir, et l'espoir était le poison qui entretenait l'obsession. Si elle vous ignorait complètement, c'était la preuve irréfutable de sa vertu morale et de votre dévouement authentique, car les femmes véritablement nobles ne pouvaient jamais être accessibles au commun des mortels. C'était un système psychologique hermétiquement fermé, où littéralement toute réponse féminine, positive, négative ou neutre, était interprétée comme une preuve que vous deviez intensifier votre obsession. C'était comme un manuel médiéval pour développer un trouble anxieux chronique. Et cela fonctionnait si efficacement que la noblesse européenne le pratiquait pendant des siècles, sans jamais se demander si peut-être, éventuellement, ce n'était pas la manière la plus saine de vivre la connexion humaine. Et les femmes? Les femmes étaient prisonnières de ce système, avec une cruauté telle que tout ce qui suivrait paraîtrait clément en comparaison. On attendait d'elles qu'elles restent froides, distantes, émotionnellement indisponibles pour prouver leur valeur sociale. Montrer une affection sincère, un intérêt sincère, ou même une simple gentillesse, les ferait paraître mesquines, ordinaires, indignes du véritable amour aristocratique. Ainsi, tous les acteurs concernés, hommes et femmes, devaient être malheureux, seuls et émotionnellement insatisfaits pour maintenir leur statut social et leur sophistication culturelle. C'était un système où le bonheur était vulgaire et la souffrance sophistiquée. Mais voici la révélation qui relie tout. Il ne s'agissait pas seulement de poésie abstraite ou de philosophie théorique romantique. Cela façonnait les relations réelles au sein de l'élite médiévale. Les nobles vivaient ainsi, transformant l'amour en une mise en scène de souffrances sophistiquées, pouvant durer des vies entières, des générations entières, des dynasties familiales entières, plongées dans un drame émotionnel entièrement fabriqué. Mais ce n'est rien comparé à ce qui nous attend, car l'amour courtois n'était qu'une surface brillante et poétique. Sous-jacente se cachait quelque chose de bien plus sombre, de plus systématique, de plus brutalement efficace. Tout un système où les femmes n'étaient pas des personnes dotées d'un pouvoir d'action, mais des marchandises humaines dotées d'un prix spécifique, d'une valeur marchande calculable et de garanties de qualité transférables. Maria Elena Vázquez, historienne médiévale spécialisée dans les actes de mariage du XIIe siècle à l'Université Complutense de Madrid, a consacré 20 ans de sa carrière à l'étude de contrats, d'actes notariés et de correspondances familiales que la plupart des universitaires préfèrent ignorer. Ces conclusions sont si troublantes que de nombreuses universités refusent de les inclure dans leur programme d'études. Les gens ne comprennent pas qu'il s'agit de contrats commerciaux, où des êtres humains servent de garantie liquide. Ce n'est pas une métaphore. J'ai vu des documents spécifiant le prix exact d'une femme, en fonction de sa capacité reproductive confirmée, de ses liens familiaux vérifiables, de son poids, de la qualité de sa dentition, et même de projections actuarielles de son espérance de vie. Il s'agissait d'évaluations vétérinaires réalisées sur des humains. Le professeur Antonio Medieval, expert en droit canonique médiéval à l'Université de Barcelone et auteur de 7 ouvrages sur le droit matrimonial européen, ajoute avec une précision effrayante « Les mariages étaient arrangés pour des enfants dès l'âge de 7 ans. Et il ne s'agissait pas d'engagements cérémoniels et symboliques. Il s'agissait de contrats contraignants, assortis de pénalités financières spécifiques, de clauses de défaut et même d'une assurance annulation. » J'ai trouvé des cas documentés où des pères vendaient littéralement leurs filles pour payer des dettes de guerre.
utilisant leurs propres enfants comme monnaie d'échange dans des transactions militaires. Mais voici ce que ces chercheurs partagent rarement en conférences publiques, car trop perturbant pour le grand public. Les documents qui ont survécu révèlent toute une industrie, une économie systématisée bâtie autour du commerce des femmes. Il ne s'agit pas de quelques transactions isolées dans des situations désespérées. Il s'agissait d'un marché systématique avec des prix standardisés, des intermédiaires professionnels spécialisés, des systèmes de crédit et même une assurance contre les marchandises défectueuses. C'était le Wall Street médiéval, où les êtres humains étaient considérés comme des marchandises. Le docteur Isabella Torregrosa, spécialiste des actes notariés médiévaux à l'université de Salamanque, révèle des informations rarement abordées en dehors de cercles universitaires très spécifiques. J'ai trouvé des archives de marchands spécialisés exclusivement dans les mariages, des trafiquants d'êtres humains disposant de licences légales et d'une certaine respectabilité sociale. Ils disposaient de catalogues de femmes disponibles avec des descriptions qui ressemblent à s'y méprendre à des inventaires de bétail. Âge, poids, antécédents médico-familiaux, capacité de travail et évaluation du tempérament qui déterminaient les prix. Le docteur Fernando Mendoza, historien économique à l'université de Grenade, a documenté les aspects financiers que la plupart des historiens romantiques préfèrent omettre. J'ai analysé des milliers de contrats de mariage du Duguwes au XVe siècle. L'âge moyen au mariage pour les femmes nobles était de 13,7 ans. Pour les hommes, il était de 24,3 ans. Il ne s'agit pas de cérémonies symboliques, mais de transferts légaux de propriété avec consommation immédiate et fondation d'un foyer. Voici les faits spécifiques qui n'apparaissent pas dans les manuels d'histoire médiévale romantique. Un père médiéval ne se demandait pas « Cette personne rendra-t-elle ma fille heureuse ?» Il posait les questions comme un courtier. Combien d'hectares de terres arables cette transaction comprend-elle? Quel pourcentage du revenu annuel? Quelles sont les obligations militaires? Que se passe-t-il en cas de guerre civile? Y a-t-il des droits sur l'eau? Y a-t-il des dettes héréditaires? Le système de dot transformait les femmes en monnaie courante, dont la valeur marchande fluctuait. Les familles négociaient littéralement la valeur nette d'une femme, comme si elles achetaient des actions ou évaluaient un cheval de compétition pour un investissement à long terme. La Dre Carmen Rodriguez, spécialiste de la démographie médiévale à l'université de Barcelone, présente des données systématiquement exclues des récits historiques populaires. Mes recherches montrent que 73% des femmes nobles se sont mariées avant 16 ans, 31% avant 12 ans et 8% avant 10 ans. Et quand je dis marié, je ne parle pas de cérémonie symbolique. Je parle de mariage consommé avec transfert immédiat des biens légaux, établissement d'une résidence et anticipation d'une grossesse immédiate. Les contrats de mariage médiévaux s'apparentent à des fusions d'entreprises, car c'est précisément ce qu'ils étaient. Ils précisaient dans les transferts de propriété immobilière, les droits d'héritage multigénérationnels, les obligations militaires mutuelles, et les conséquences si la marchandise, c'est-à-dire la mariée, s'avérait défectueuse selon les normes préétablies. Si une femme ne parvenait pas à produire des héritiers mâles dans un délai déterminé, généralement 2 ans, son mari pouvait la restituer à sa famille comme un outil brisé et réclamer une compensation financière complète plus les intérêts courus. L'historien économique Fernando Castillejo a documenté des cas qui dépassent le cadre de l'inquiétant et qui tournent au cauchemar. J'ai trouvé des contrats qui incluaient littéralement des garanties de qualité pour les mariés. Si la femme ne concevait pas dans les 2 ans, ou si un examen médical après la cérémonie révélait qu'elle n'était pas vierge, ou si elle développait des problèmes de santé affectant sa capacité à travailler, le mari pouvait annuler le mariage et réclamer une indemnisation financière intégrale pour les biens endommagés. Le docteur Luis Alberto Santamaria, spécialiste des documents ecclésiastiques médiévaux, révèle « L'Église a non seulement toléré cela, mais l'a activement facilité. J'ai trouvé des documents où les évêques facturaient des frais spécifiques pour des inspections de virginité prénuptiale, des certificats de fertilité et même des examens de tempérament afin de s'assurer que les femmes seraient suffisamment soumises à leur futur mari. Les enfants, garçons et filles, se mariaient pour conclure des alliances militaires, régler des dettes commerciales, acquérir des territoires stratégiques ou simplement gravir les échelons sociaux. L'amour était non seulement sans importance dans ces transactions, mais il était même suspect. Si 2 personnes souhaitaient sincèrement se marier, leur famille craignait que cet arrangement ne soit fondamentalement erroné.
pourquoi deux personnes voudraient-elles se choisir l'une l'autre à moins que l'une d'elles ne cache un défaut grave? Et voici l'aspect le plus troublant que ces experts ont minutieusement documenté. Nombre de ces jeunes mariées n'ont jamais revu leur famille après leur mariage. Elles ont été littéralement expédiées comme des colis humains vers des foyers inconnus, parfois à l'étranger, pour vivre avec des gens qui ne les considéraient que comme de coûteux reproducteurs et des polices d'assurance politique ambulantes. C'était un commerce humain avec des cloches de mariage, des robes blanches et des bénédictions religieuses. Mais si vous pensez que le système du mariage commercial était perturbant, attendez de découvrir ce que l'Église médiévale enseignait sur le sexe, le plaisir et la sexualité humaine. C'était une guerre psychologique, si systématiquement pervertie qu'elle ferait passer les manipulateurs les plus extrêmes des sectes modernes pour des amateurs incompétents. Vous souvenez-vous de Guillaume de Poitiers, ce troubadour dont j'ai parlé au début, l'architecte intellectuel de l'amour courtois, le noble qui a consacré sa vie à créer des philosophies sur l'adoration des femmes inaccessibles à distance respectueuse? Voici ce que je ne vous ai volontairement pas dit à l'époque, car il fallait d'abord que vous compreniez le contexte dans son intégralité. Si Guillaume écrivait une poésie sublime sur l'amour pur, la noble souffrance et l'inaccessible, dévotion spirituelle, il était aussi l'un des hommes les plus libertins, agressifs et prédateurs de son époque. Il eut de multiples maîtresses officielles, fréquenta les maisons closes avec une régularité avérée et enleva même physiquement la femme d'un vassal pour en faire sa concubine personnelle dans son propre château. Cette contradiction radicale n'était ni accidentelle, ni une hypocrisie inconsciente, ni une faiblesse morale personnelle. C'était le point central de tout le système. C'était la fonctionnalité, pas le bug. L'élite médiévale avait consciemment créé une philosophie romantique qui lui permettait d'avoir le beurre et l'argent du beurre, de la manière la plus cynique possible. Elle pouvait écrire une poésie sublime sur l'amour pur et inaccessible, tout en traitant les femmes comme des objets sexuels à conquérir. C'était l'hypocrisie la plus sophistiquée, jamais inventée par une civilisation, sous un voile intellectuel total. Mais voici le lien que vous attendiez, celui que je vous avais promis au début. Ce schéma ne vous semble-t-il pas étrangement familier? Des hommes qui parlent de respect et d'amour véritable sur les réseaux sociaux, tout en envoyant des messages inappropriés aux femmes en privé. Cette culture qui idéalise les amitiés toxiques et courtise quelqu'un qui fait la fine bouche. Des influenceurs qui prônent des relations saines tout en entretenant des relations abusives hors champ. Les troubadours médiévaux ont pratiquement inventé le premier manuel complet de l'histoire pour les gentils garçons. Ils enseignaient aux hommes que s'ils agissaient comme victimes de leurs propres sentiments amoureux incontrôlables, ils pouvaient justifier tout comportement ultérieur. « Je n'y peux rien, je suis fou amoureux » est devenu l'excuse universelle du harcèlement, de la manipulation, de la violence et même de l'enlèvement. L'expression « j'ai fait ça parce que je t'aime trop » vous semble-t-elle familière? Et l'Église catholique médiévale? Ah, l'Église a poussé le contrôle psychologique à des niveaux qui feraient rougir les chefs de sectes modernes les plus extrêmes. Elle ne s'est pas contentée de désapprouver le plaisir sexuel. Elle a déclaré une guerre totale, systématique et impitoyable à la sexualité humaine fondamentale. C'est ce qu'enseignaient réellement les chrétiens médiévaux, ce qu'ils prêchaient en chair à travers l'Europe pendant des siècles. Jouir du sexe était un péché mortel, même au sein d'un mariage chrétien sanctifié, même dans le but précis de créer des enfants pour la gloire de Dieu. L'Église prêchait littéralement que si vous ressentiez une quelconque forme de plaisir physique lors d'un rapport sexuel avec votre propre mari légal, vous commettiez un péché contre Dieu et mettiez en péril votre âme éternelle. La solution officielle de l'Église était que les couples mariés abordent les rapports sexuels exactement comme s'ils prenaient un médicament désagréable, les terminer le plus rapidement possible, maintenir une attitude de dégoût appropriée tout au long du processus et se sentir coupable et repentant immédiatement après. Mais attendez, car la situation empire de façon exponentielle. L'Église a créé un calendrier officiel, complet et détaillé des moments où il était interdit aux couples mariés d'avoir des relations sexuelles sous peine de damnation éternelle. Pas le dimanche, jour du Seigneur, pas les jours de fêtes religieuses, environ 80 jours par an,
pas pendant le carême, 40 jours, pas pendant l'Avent, 28 jours, pas pendant les règles de la femme, 5 à 7 jours par mois, pas pendant la grossesse, 9 mois, pas pendant l'allaitement, jusqu'à 2 ans, pas le mercredi, jour de la trahison, pas le vendredi, jour de la crucifixion, et pas le samedi, jour de la préparation. Faites le calcul. Il restait environ 40 jours dans l'année où les relations sexuelles étaient techniquement autorisées pour les chrétiens mariés. 40 jours, sur une année entière. Mais c'est encore pire, car ces 40 jours étaient assortis de conditions supplémentaires. Les théologiens médiévaux enseignaient que le désir sexuel était littéralement l'œuvre de Satan, agissant directement à travers le corps physique. Ils croyaient qu'avant la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les humains se reproduisaient sans aucun plaisir ni désir physique, comme les plantes pollinisées par le vent, ou comme les anges créant une nouvelle vie par la pure volonté divine. Le fait que le sexe soit une source de plaisir physique était la preuve irréfutable que l'humanité était corrompue par le mal, infectée par Satan, et fondamentalement séparée de la grâce divine. Dans ce système, les femmes étaient les plus brutales. L'Église enseignait qu'elles étaient intrinsèquement plus lascives, plus sensibles aux tentations sexuelles, et donc plus dangereuses pour l'âme des hommes vertueux. La sexualité féminine était perçue comme un piège délibéré du diable, visant à entraîner les hommes vertueux vers la damnation éternelle. Ève avait corrompu Adam. Toutes les femmes étaient Ève. Par conséquent, toutes les femmes étaient des agents potentiels de Satan. Le mariage n'était pas une célébration de l'amour humain ou de l'union spirituelle. C'était un système de contrôle des dégâts, conçu pour contenir le mal inhérent à la sexualité humaine, dans des limites socialement acceptables, et sous une surveillance religieuse constante. L'Église enseignait littéralement que le célibat était moralement supérieur au mariage, et que le mariage n'était que légèrement meilleur que de brûler en enfer éternel pour fornication. Saint Jérôme, l'un des pères de l'Église les plus influents, a écrit « Le mariage remplit la terre, la virginité remplit le paradis ». Saint Augustin enseignait que les rapports sexuels étaient la transmission du péché originel, et que tout enfant naissait contaminé par le plaisir éprouvé lors de la conception. Mais si cela vous semble dérangeant, attendez de voir comment les hommes médiévaux courtisaient les femmes sous l'influence de ces systèmes psychologiques pervers. Ce que nous appellerions matière à une ordonnance restrictive immédiate, ils considéraient comme le summum du romantisme sophistiqué. Voici le rebondissement qui va changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour médiéval, sur l'histoire romantique occidentale et sur votre propre vie émotionnelle moderne. Ce système, l'amour courtois obsessionnel, les mariages d'enfants commerciaux, la guerre psychologique de l'Église contre le plaisir, la violence romantique célébrée, n'a pas évolué par hasard au fil des siècles d'un développement culturel organique. Il n'est pas né naturellement de la condition humaine ou de circonstances historiques inévitables. Il a été délibérément calculé et systématiquement conçu par les élites médiévales comme un système de contrôle social qui maintenait les masses distraites, émotionnellement dépendantes et politiquement impuissantes, tout en concentrant le pouvoir et la richesse entre les mains d'une petite classe aristocratique. Laissez-moi vous expliquer comment cette machine de contrôle social fonctionnait réellement. Tandis que les paysans luttaient pour leur survie, nourriture, abri, sécurité physique, la noblesse créait délibérément une culture entière autour de drames romantiques artificiels, fabriquait des souffrances émotionnelles et glorifiait une insatisfaction perpétuelle. Tandis que les roturiers tissaient des liens familiaux pratiques, aimants et solidaires, l'élite était obsédée par des triangles amoureux impossibles, des gestes dramatiques creux et des névroses romantiques sans but pratique. C'était le divertissement parfait pour une classe dirigeante ennuyée et surprivilégiée. Transformer les relations humaines les plus élémentaires en un théâtre élaboré, un drame psychologique sans fin et des concours de souffrance artistique, tout en utilisant simultanément de vraies femmes comme monnaie d'échange dans leurs jeux politiques, militaires et économiques. Mais voici la vérité qui vous perturbera pendant des semaines. Ces mêmes schémas ont non seulement survécu jusqu'à nos jours, mais ont également persisté à travers des siècles de changements sociaux. Ils ont été étudiés, perfectionnés, optimisés, puis industrialisés par les entreprises les plus puissantes du monde moderne. Vous vous souvenez des applications de rencontres dont j'ai parlé? Ce ne sont pas des accidents technologiques, ni des évolutions naturelles de la socialisation humaine. Il s'agit d'une ingénierie comportementale délibérée, basée sur les principes de désir perpétuel, de récompense intermittente et de gratification différée, perfectionnée par les troubadours médiévaux il y a 1000 ans. Les applications de rencontres
utilisent des algorithmes spécialement conçus pour maintenir les utilisateurs dans un état de désir perpétuel, à l'image de l'amour courtois. Elles vous proposent juste assez de correspondance pour vous accrocher, mais jamais vous satisfaire. Elles vous présentent des profils de personnes hors de votre portée pour susciter des aspirations inatteignables. Elles utilisent des photos conçues pour déclencher la même réaction neurologique que celle que les troubadours créèrent avec leurs poèmes sur la beauté impossible. Les émissions de télé-réalité sur les rencontres amoureuses recréent méticuleusement les triangles dramatiques, les compétitions de souffrance et le théâtre émotionnel artificiel qui divertissait les nobles médiévaux. The Bachelor, Love Island et tout l'univers du divertissement romantique moderne s'inspirent de formules narratives inventées dans les cours françaises médiévales. Les médias sociaux ont transformé les relations en performances publiques, où le drame génère plus d'engagement que de stabilité, où l'obsession est confondue avec la passion, où se battre pour quelqu'un signifie ignorer ses limites claires, et où les fins heureuses sont ennuyeuses pour le public. L'industrie moderne du divertissement romantique, des feuilletons télévisés à la musique pop, du reggaeton aux séries Netflix, continue de véhiculer exactement le même récit médiéval toxique, que le véritable amour implique nécessairement de la souffrance, que l'obsession est romantique, que courir après quelqu'un après un « non » démontre une dévotion authentique et que les relations saines sont réservées aux personnes sans véritable passion. Ces chansons de reggaeton qui idéalisent la possessivité extrême, ces séries Netflix où le protagoniste masculin courtise sans relâche une personne qui refuse sans cesse jusqu'à ce qu'il réalise enfin qu'il l'aime, est-ce cette culture des réseaux sociaux où, s'il t'aime vraiment, il se battra pour toi, est interprété comme une sagesse romantique? Tout cela n'est qu'un amour courtois médiéval, déguisé avec une production moderne, des algorithmes numériques et un marketing psychologique du XXIe siècle. Les hommes médiévaux ne courtisaient pas les femmes, ils les conquéraient comme des territoires militaires, et la société applaudissait comme s'ils assistaient à l'émission de télé-réalité la plus violente du monde. Ce que nous appellerions une ordonnance restrictive immédiate, ils le considéraient comme le summum du romantisme sophistiqué. La littérature médiévale regorge d'histoires de chevaliers kidnappant littéralement les femmes qui leur plaisaient, et ce récit était présenté comme une aventure romantique héroïque, plutôt que comme un épisode très spécial d'esprit criminel avec des chevaux. La logique médiévale était mathématiquement impeccable. Si un homme aimait une femme au point de risquer sa vie et son corps pour la prendre de force, cela prouvait irréfutablement que son amour était sincère, pur et digne d'être célébré. L'opinion de la femme sur la question était aussi pertinente qu'une option végétarienne lors d'un banquet médiéval, où un sanglier entier était rôti. Et maintenant, le cliffhanger final qui vous tiendra éveillé pendant des nuits. Si ces schémas médiévaux sont si profondément ancrés dans notre culture moderne que nous ne les reconnaissons même pas comme artificiels, s'ils sont si normalisés que nous les consommons comme un divertissement quotidien sans nous interroger sur leurs origines, quels autres systèmes de contrôle psychologique du passé perpétuons-nous sans le savoir? Quelles autres pratiques que nous considérons comme parfaitement normales aujourd'hui horrifieront les générations futures lorsqu'elles les reconnaîtront enfin comme les vestiges de systèmes de domination conçus il y a des siècles. Et si nous commencions à examiner de manière critique non seulement nos relations amoureuses, mais toute notre culture émotionnelle moderne comme une archéologie de systèmes de contrôle qui n'ont jamais été conçus pour notre bien-être, la prochaine fois que vous regardez un film romantique où le protagoniste n'abandonne pas, après de multiples rejets, la prochaine fois que vous écoutez une chanson d'amour qui glorifie l'obsession, la prochaine fois que vous utilisez une application de rencontre qui vous maintient dans un état d'insatisfaction perpétuelle, demandez-vous, est-ce que je vis une véritable romance et une connexion humaine authentique, ou suis-je manipulé par des modèles comportementaux conçus il y a des milliers d'années pour maintenir les gens dans des états de dépendance émotionnelle, d'insatisfaction chronique et de distraction par rapport aux véritables structures de pouvoir? L'amour médiéval n'a pas disparu au Moyen-Âge. Il a simplement été modernisé, numérisé, algorithmisé et transformé en une industrie de plusieurs milliards de dollars, vendant la même misère romantique fabriquée que les troubadours médiévaux, mais avec l'intelligence artificielle, l'analyse de données et un marketing psychologique
qui ferait passer Guillaume de Poitiers pour un amateur. Voulez-vous découvrir quels autres aspects de votre vie moderne sont secrètement contrôlés par des systèmes médiévaux que vous croyez complètement éteints? Êtes-vous prêt à découvrir comment l'éducation, le travail, la religion et même la politique contemporaine fonctionnent avec des logiciels médiévaux modernisés? Aimez cette vidéo. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces schémas dans votre propre expérience amoureuse, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment d'autres systèmes de contrôle historique continuent de manipuler votre quotidien et commenter celles de ces révélations qui vous ont le plus perturbé. Car je vous assure que l'histoire du contrôle psychologique à travers la culture populaire ne fait que commencer. Et ce que nous avons vu aujourd'hui n'est que la surface d'une archéologie de la domination qui transformera radicalement votre perspective sur la réalité moderne. Et si cette vidéo vous a autant perturbé que moi pendant mes mois de recherche, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Car il est temps que davantage de gens comprennent comment l'industrie du divertissement moderne utilise des stratégies médiévales pour maintenir des millions de personnes émotionnellement insatisfaites, psychologiquement dépendantes et financièrement dépendantes de la prochaine saison, de la prochaine chanson, du prochain match qui pourrait bien, enfin, combler le vide que ces mêmes systèmes ont délibérément créé il y a 1000 ans.